6 octobre 2012, Angers, France. Les portes de l'usine du boulevard Gaston-Birger se ferment pour la dernière fois. 350 salariés, des femmes pour la plupart, la cinquantaine passée, reçoivent leur lettre de licenciement dans un couloir vide. 55 ans plus tôt, cette même usine avait changé la vie d'une ville entière. À son apogée, 2800 personnes y travaillaient chaque jour. 1400 téléviseurs sortirent de ces chaînes en 24 heures. Thomson était le deuxième fabricant européen de téléviseurs, juste derrière Philips. Chaque foyer français connaissait ce nom. Chaque salon en portait la marque. Puis tout s'est effacé. Les machines se sont tues, les lumières se sont éteintes. Sur les 13 hectares et demi du site, il ne reste plus que le silence et 70 000 mètres carrés de béton abandonné en plein cœur de la ville. Comment un empire industriel, fierté d'une nation entière, peut-il mourir ainsi? Pas sous les coups de la concurrence, pas par manque de talent, mais à cause de décisions prises dans des salles de conseil à Paris, à Séoul, à Pékin. Thomson Rangers Angers, France, 1957-2012. L'histoire de la mort programmée de l'électronique française. Avant Thomson, il y avait Bessonneau. Pendant des décennies, la filature Bessonneau avait fait vivre Angers. Des centaines de femmes y tissaient le lin, la corde, la toile. Génération après génération, les mêmes gestes, les mêmes ateliers, le même bruit des métiers à tisser du matin au soir. C'était un travail dur, mal payé, mais c'était leur travail, leur identité, leur quartier. À la fin des années 40, l'empire Bessonneau commence à vaciller. La demande chute. Les commandes se raréfient. Une à une, les ouvrières sont licenciées. Des centaines de familles angevines se retrouvent sans revenus, sans perspective, sans horizon. C'est dans ce vide qu'une opportunité se présente. En 1955, la Chambre de commerce et d'industrie d'Angers décide de créer la toute première zone industrielle de la ville, sur les terrains agricoles de la Croix-Blanche. Les élus cherchent une entreprise qui absorberait ces ouvrières disponibles, compétentes, habituées à la discipline des ateliers. La compagnie française Thomson Houston, filiale française d'une société américaine fondée en 1893, spécialisée dans l'électronique grand public, est séduite. Elle cherche, elle aussi, à quitter Paris pour la province, à réduire ses coûts, à trouver une main-d'œuvre stable. Le 17 juin 1956, le secrétaire d'État à la reconstruction pose la première pierre du nouvel établissement, boulevard Gaston-Birger. Un an plus tard, le 20 juin 1957, les premières machines tournent. Au début, l'usine fabrique des électrophones, des transistors, des rasoirs électriques, des objets du quotidien, modernes, accessibles. Les ouvrières qui avaient tissé la toile apprennent à souder les circuits, à assembler les composants, à calibrer les appareils. Un métier entièrement nouveau, appris sur place en quelques semaines. Dès 1958, les premiers téléviseurs noirs et blancs sortent de la chaîne de montage. À cette époque, posséder un téléviseur en France relève encore du luxe. Mais Thomson veut changer cela. L'usine tourne à plein régime. Les embauches s'enchaînent. En 1958, 500 personnes travaillent au boulevard Gaston-Birger. 6 ans plus tard, elles sont 2300. 2300 personnes qui assemblent, chaque jour, 1400 téléviseurs. Des femmes pour l'essentiel, jeunes, angevines, fières d'appartenir à quelque chose de grand, de moderne, de national. Elles ne cousent plus la toile. Elles construisent l'avenir des foyers français. Dans les rues d'Angers, le nom Thomson devient synonyme de stabilité. Les mères conseillent à leurs filles de postuler. Les filles de ces filles feront de même 20 ans plus tard. L'usine du boulevard Gaston-Birger n'est pas seulement un employeur, c'est une institution, une promesse que la ville fait à ses habitants. Ici, on travaille. Ici, on construit quelque chose. Ce que personne ne dit encore, ce que personne ne voit encore, c'est que cette promesse a une date d'expiration. Mais en 1964, cette date est encore très loin. Et Thomson, lui, ne fait que commencer. Dans la France des Trente Glorieuses, il existe une conviction profonde, presque religieuse. L'État sait mieux que le marché. L'État protège. L'État construit. L'État choisit ses champions et les pousse vers la victoire. Thomson est l'un de ces champions.
En 1966, la compagnie française Thomson Houston fusionne avec Hotchkiss Brandt, un autre géant de l'électronique française. Naissance de Thomson Brandt. 2 ans plus tard, en 1968, le groupe se rapproche de la Compagnie générale de télégraphie sans fil, la CSF, pour former Thomson CSF. Le périmètre s'élargit. Défense, aéronautique, électronique professionnelle d'un côté. Électronique grand public, téléviseur, appareils ménagers de l'autre. Un seul groupe, 2 univers. Une ambition commune, dominer l'Europe. À Angers, l'usine suit cette ascension. Les bâtiments s'agrandissent, hein, les chaînes de montage se multiplient. En 1967, les premiers téléviseurs couleur sortent du boulevard Gaston Birger. La couleur change tout. Les prix augmentent, les marges aussi, et la demande explose dans toute la France. Au tournant des années 70, l'usine atteint son apogée. 2800 salariés, 13 hectares et demi, 70 000 mètres carrés de bâtiments industriels, une ville dans la ville. Dans les salons français, Thomson est partout, sous les marques Thomson, Brandt, Continental Edison, Pathé Marconi ou Téléavia. Presque chaque foyer possède un écran fabriqué à Angers ou dans l'une des usines du groupe. En 1981, l'usine produit 550 000 appareils par an. Thomson est le deuxième fabricant européen de téléviseurs, derrière Philips et devant tous les autres. Mais être numéro 2 ne suffit pas. En 1982, François Mitterrand arrive au pouvoir avec une conviction. Les grandes industries stratégiques doivent appartenir à la nation. Thomson est nationalisé. L'État devient actionnaire unique. Pour beaucoup, c'est une protection. Pour d'autres, c'est le début d'une dérive silencieuse. La direction change, les objectifs aussi. On ne parle plus seulement de rentabilité, on parle d'emploi, de prestige national, de rayonnement industriel. Ce sont de belles ambitions, mais dans les couloirs du siège parisien, une autre réalité s'installe. 2 présidents directeurs généraux au pouvoir mal défini, aucun contrôle budgétaire réel, des décisions prises autant par calcul politique que par logique industrielle. L'usine d'Angers, elle, continue de produire. Elle innove même. Le bureau d'études angevin met au point le décodeur Antiope, une technologie pionnière de télétexte. En 1987, Thomson présente à Angers un téléviseur haute définition à écran extra plat, une prouesse technique pour l'époque. L'année suivante, c'est le format 16:9 qui sort des laboratoires. Sur le plan technique, Angers n'a rien à envier à personne. C'est au sommet du groupe que les choses se compliquent. Alain Gomez prend la tête de Thomson en 1982. C'est un homme de conviction, habile, ambitieux. Il comprend que pour survivre dans l'électronique mondiale, il faut grandir vite ou mourir lentement. Alors il achète. En 1983, Thomson acquiert Telefunken, le fleuron de l'électronique allemande. L'opération est présentée comme un triomphe. En réalité, elle déclenche une crise diplomatique. Thomson restructure brutalement les usines allemandes, licencie des centaines d'ouvriers outre-Rhin et se retrouve accusé en Allemagne d'incarner l'arrogance industrielle française. Gomez lui-même reconnaît que la nationalisation française est perçue là-bas comme quelque chose entre l'archaïque et l'odieux. Il n'arrête pas pour autant. En juillet 1987, Thomson rachète la division électronique grand public de Thorn EMI, le groupe britannique. 1 mois plus tard seulement, il réalise l'opération la plus audacieuse de son histoire. Il échange la division médicale de Thomson contre la totalité de la division électronique grand public de General Electric, laquelle avait elle-même racheté RCA 2 ans plus tôt dans la plus grande fusion non pétrolière jamais réalisée aux États-Unis. En un seul accord, Thomson hérite de RCA, des téléviseurs RCA, des laboratoires RCA, des brevets RCA, 70 ans d'histoire industrielle américaine, transférée à un groupe français. Du jour au lendemain, Thomson devient le 4e fabricant mondial de téléviseurs. Ses produits se vendent aux États-Unis sous les marques RCA, GE et Proscan, en Allemagne sous Telefunken, en France sous Thomson, Brandt, Saba. Le groupe emploie des dizaines de milliers de personnes sur 3 continents. Son chiffre d'affaires atteint plusieurs milliards de dollars. À Angers, les ouvrières ne savent pas encore très bien ce que signifie RCA. Elles savent juste que leur entreprise est désormais l'une des plus puissantes du monde.
que leurs téléviseurs traversent l'Atlantique, que ce qu'elles assemblent, boulevard Gaston Berger, finit dans les salons de New York, de Chicago, de Los Angeles. Pour un bref instant, tout semble possible. Ce que personne ne voit encore, ou ne veut voir, c'est que cette expansion vertigineuse repose sur une dette colossale, une bureaucratie ingouvernable et un État actionnaire qui confond grandeur nationale et gestion d'entreprise. L'empire Thomson est immense, et les empires immenses, quand ils vacillent, ne vacillent pas doucement. Il y a une façon de tuer une entreprise sans jamais lever la main sur elle. Il suffit de lui retirer ce qui la fait vivre, l'obligation de performer. Quand l'État nationalise Thomson en 1982, il le fait avec les meilleures intentions du monde. Protéger l'emploi, préserver la souveraineté technologique française, éviter qu'un fleuron national tombe entre des mains étrangères. Sur le papier, c'est une politique industrielle cohérente. Dans les faits, c'est le début d'une désorientation profonde. Le problème n'est pas la nationalisation en elle-même. Le problème, c'est ce qu'elle installe dans les esprits. Quand l'État garantit la survie d'une entreprise, cette entreprise n'a plus vraiment besoin de se battre pour survivre. Les pertes peuvent être absorbées. Les erreurs stratégiques, corrigées par une recapitalisation. Les mauvaises décisions, dissimulées derrière des discours sur l'intérêt national. Thomson Brandt accumule les déficits depuis des années. 2 PDG au pouvoir mal défini, aucun contrôle budgétaire centralisé, des filiales qui poursuivent chacune leur propre agenda. La liquidité est garantie par le volume des ventes aux administrations publiques. Alors pourquoi changer? À Angers, les effets de cette logique se font sentir différemment. L'usine produit toujours. Les chaînes tournent. Mais quelque chose change subtilement dans la façon dont les décisions sont prises, ou plutôt dans la façon dont elles ne le sont pas. Les investissements nécessaires à la modernisation des outils de production se font attendre. Les arbitrages stratégiques remontent à Paris, se perdent dans des comités, reviennent dilués, inapplicables. Sur les lignes de montage, les ouvrières ne voient pas encore la différence. Mais les contremaîtres, eux, commencent à percevoir quelque chose d'inhabituel. Une légèreté dans les engagements, une imprécision dans les objectifs, comme si l'urgence avait quitté les lieux. L'automatisation, elle, n'attend pas. Dans les années 80, les robots entrent progressivement dans les usines électroniques européennes. Thomson n'échappe pas à cette tendance. À Angers, certaines tâches répétitives, le câblage, l'assemblage des composants standardisés, commencent à être confiées aux machines. La production reste élevée, mais le nombre de postes, lui, commence à baisser silencieusement. Pas de licenciements massifs, pas d'annonces dramatiques, juste des départs non remplacés, des contrats non renouvelés, une lente érosion que les chiffres bruts ne reflètent pas encore. En 1987, sous la pression d'une cohabitation politique inconfortable, l'État réduit partiellement sa participation dans Thomson. Alain Gomez reste aux commandes. Le groupe, en apparence, se porte bien. Ses acquisitions internationales font la une des journaux économiques. Son nom résonne dans les salles de marché européennes. Mais dans les bilans consolidés, une réalité moins flatteuse se dessine. Une dette qui s'alourdit à chaque acquisition, des synergies qui tardent à se matérialiser, des marchés qui évoluent même plus vite que prévu. L'électronique grand public entre dans une phase de transformation radicale. Les fabricants asiatiques, japonais d'abord, coréens ensuite, produisent de moins cher, innovent plus vite et conquièrent dans les marchés occidentaux avec une efficacité redoutable. Sony, Panasonic, Samsung, LG. Ces noms, encore secondaires au début des années 80, deviennent des menaces existentielles à la fin de la décennie. Thomson regarde cette vague arriver, il la voit, il la mesure. Et pourtant, quelque chose dans sa structure, dans cette conviction profonde que l'État ne laissera pas tomber son champion, l'empêche de prendre les décisions radicales qui s'imposent. En 1991, Thomson affiche des pertes records. L'État injecte des capitaux. Le groupe survit. Mais à quel prix? Au début des années 90, Angers commence à sentir le vent tourner. Les effectifs, qui avaient culminé à 2800 personnes au début des années 70, ont fondu progressivement sans que personne n'ose prononcer le mot « déclin ». L'automatisation a fait son œuvre. Les réorganisations successives ont redistribué les tâches. Et les décisions venues de Paris
ont parfois sacrifié des activités rentables à Angers au profit de consolidations qui servaient d'abord les équilibres internes du groupe. Dans les vestiaires, dans les cantines, les conversations changent de ton. On parle moins de l'avenir avec certitude. On parle davantage des rumeurs, des bruits qui courent sur telle ou telle division, sur tel ou tel site. Les anciennes ouvrières, celles qui ont connu l'époque des 2300 salariés, regardent les nouvelles arrivées avec une tristesse qu'elles n'arrivent pas tout à fait à nommer. Sur le marché mondial, la situation de Thomson se dégrade méthodiquement. L'acquisition de RCA en 1988 avait semblé être un coup de génie. En réalité, elle a alourdi le bilan d'une dette considérable sans apporter les parts de marché espérées aux États-Unis. Les consommateurs américains, eux, migrent vers les marques japonaises et coréennes. Thomson dépense des fortunes en marketing pour défendre RCA, mais les téléviseurs asiatiques sont moins chers, aussi fiables et souvent plus modernes. En Europe, la situation n'est guère meilleure. Telefunken perd des parts de marché en Allemagne. Les marques françaises stagnent. Les innovations d'Angers, le 16-9, la haute définition, sont réelles, mais elles arrivent trop tôt pour un marché qui n'est pas encore prêt à payer pour elles. En 1996, l'État français se retrouve à un carrefour. Thomson perd de l'argent. Beaucoup d'argent. Le gouvernement Chirac, fraîchement élu, est idéologiquement hostile à maintenir l'État dans le capital des entreprises industrielles. Il faut privatiser. Il faut trouver un repreneur. Et vite. Deux candidats se présentent pour reprendre l'ensemble du groupe. D'un côté, Lagardère-Matra, un groupe français qui veut fusionner Thomson CSF avec ses activités de défense et se débarrasser de la branche grand public. Thomson Multimédia, dont fait partie Angers. De l'autre, une proposition plus surprenante, plus dérangeante et infiniment plus explosive politiquement. Daewoo, le géant coréen propose de reprendre Thomson Multimédia. Le prix demandé par l'État, un franc symbolique, un seul franc, pour une entreprise qui a coûté des milliards aux contribuables français depuis des années. À Angers, quand la nouvelle se répand, elle produit l'effet d'une déflagration silencieuse. Les ouvrières, les contremaîtres, les ingénieurs du bureau d'études, tous comprennent en une fraction de seconde ce que ce franc symbolique signifie réellement. Pas un sauvetage, pas un nouveau départ, une liquidation déguisée, une façon pour l'État de se débarrasser d'un problème encombrant en habillant l'abandon du nom de privatisation. Dans les couloirs du boulevard Gaston-Birger, une question commence à circuler, murmurée d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Depuis le début, qui défendait vraiment Angers? La réponse arrive quelques semaines plus tard, et elle est plus brutale que tout ce qu'ils avaient imaginé. Le 16 octobre 1996, le gouvernement Juppé annonce sa décision. Thomson Multimédia, la branche grand public du groupe, celle qui fabrique les téléviseurs, celle qui fait vivre Angers, sera vendue à Daewoo Electronics. Le prix de cession, un franc symbolique, 1 centime d'euro en monnaie actuelle. Pour une entreprise qui emploie des milliers de personnes sur 3 continents, qui détient les marques RCA et Thomson, qui possède l'un des programmes de recherche et développement les plus avancés d'Europe. Un franc. La décision est présentée comme inévitable. Thomson Multimédia accumule les pertes. L'État ne peut pas continuer à injecter des capitaux indéfiniment. Daewoo est le seul groupe capable d'absorber les dettes, d'investir le milliard de dollars nécessaire à la modernisation et de donner à Thomson Multimédia une chance de survie dans un marché mondial de plus en plus dominé par l'Asie. C'est ce que dit le gouvernement. C'est ce que répètent les éditorialistes économiques. C'est ce que Morgan Stanley écrit dans une note officielle depuis Séoul. Qui d'autre peut le faire? À Angers, personne n'est convaincu. Le lendemain de l'annonce, les portes de l'usine du boulevard Gaston-Birger s'ouvrent sur une atmosphère que ceux qui l'ont vécue n'ont jamais oubliée. Pas de panique, pas de larmes dans les couloirs. Quelque chose de plus lourd, de plus durable. Une colère froide, précise, articulée. Les délégués syndicaux de la CFDT convoquent une réunion d'urgence. Michel Bouillet, responsable local du syndicat, prend la parole sans détour. Il explique ce que tout le monde pressent déjà. Daewoo ne veut pas Angers. Daewoo veut les marques. Daewoo veut les brevets. Daewoo veut le catalogue RCA et les laboratoires de recherche. Ce qui intéresse le groupe coréen, c'est le contenu intellectuel de Thomson Multimédia. Pas ses usines, pas ses ouvrières,
pas ces 50 ans de savoir-faire industriel accumulé dans le Maine-et-Loire. La visite des dirigeants de Daewoo à l'usine d'Angers, quelques jours avant l'annonce officielle, n'avait d'ailleurs rien dissipé. Les délégués syndicaux avaient demandé à rencontrer les responsables coréens. La réunion n'avait jamais eu lieu. Les dirigeants de Daewoo étaient repartis sans avoir échangé un seul mot avec les représentants des salariés. Ce silence en disait plus long que n'importe quel discours. Dans les rues d'Angers, les manifestations s'organisent. Les banderoles apparaissent sur les grilles de l'usine. L'une d'elles restera dans les mémoires. Une image représentant un dragon coréen aux griffes acérées, plantant ses serres dans le logo Thomson. Le dragon coréen s'empare de Thomson. Le message est clair, viscéral et politiquement explosif dans la France de 1996, encore hantée par ces débats sur l'identité industrielle nationale. À Paris, la controverse enfle. Le PDG de Daewoo Electronics, Sun Hoon-bae, tente de rassurer dans une déclaration publique: « Je voudrais pouvoir redresser Thomson Multimédia sans supprimer des emplois en France. » Le conditionnel n'échappe à personne. Ce n'est pas une promesse, c'est une formule. Et les ouvrières d'Angers, qui ont passé des décennies à assembler des circuits électroniques, qui connaissent par cœur la différence entre un engagement ferme et une clause de style, ne s'y trompent pas. À l'époque, le site d'Angers emploie encore 1400 personnes en direct, sans compter les 2500 sous-traitants dont l'activité dépend directement de l'usine. Ce sont près de 4000 familles angevines dont l'avenir se joue dans les bureaux d'un gouvernement qui ne les a jamais consultés. L'opposition politique s'empare du dossier. La presse internationale s'en mêle. Le New York Times publie un article acéré, notant que la France aurait pu créer un champion mondial de l'électronique de défense en fusionnant Thomson CSF avec Matra, tout en sauvant Thomson Multimédia. Le journal américain ajoute, sans ménagement, que Daewoo reste la seule solution évidente. Mais même à New York, on sent que quelque chose cloche dans la manière dont cette privatisation a été conduite. En France, le magazine L'Express révèle les coulisses du dossier. Des mois de lobbying personnel intense de Jean-Luc Lagardère auprès du président Chirac, des arbitrages opaques, une procédure de sélection que ses propres participants peinent à défendre publiquement. Le Premier ministre Juppé, sous une pression politique qu'il n'avait pas anticipée, commence à vaciller. Et à Angers, les ouvrières attendent. Elles attendent en sachant que leur sort se joue ailleurs, dans des salles où elles n'ont pas de chaises, autour de tables où leur travail vaut 1 franc. Le 4 décembre 1996, la commission de privatisation rend son verdict. Elle refuse de valider la cession de Thomson Multimédia à Daewoo. Officiellement, la commission invoque des insuffisances dans le dossier présenté par le gouvernement. Officieusement, tout le monde comprend que le scandale politique est devenu ingérable. La contestation syndicale, les révélations sur le processus d'attribution, les accusations de favoritisme au profit de Lagardère, les questions soulevées par la presse étrangère, tout cela a transformé ce qui devait être une privatisation discrète en un feuilleton national embarrassant. Le gouvernement Juppé est contraint de retirer le dossier. Daewoo n'aura pas Thomson Multimédia. À Angers, la nouvelle est accueillie comme une victoire. Les délégués syndicaux sortent de l'usine le poing levé. Les ouvrières s'embrassent dans les couloirs. Pour la première fois depuis des mois, il y a quelque chose qui ressemble à du soulagement dans les vestiaires du boulevard Gaston-Birger. Mais ce soulagement est là fragile. Et ceux qui comprennent vraiment la situation savent qu'il est aussi trompeur qu'une éclaircie en plein hiver. Car le problème fondamental n'a pas disparu. Thomson Multimédia perd toujours de l'argent. L'État ne veut toujours pas rester actionnaire indéfiniment. Et le marché mondial des téléviseurs continue sa transformation inexorable. Les fabricants asiatiques gagnent chaque trimestre des parts de marché supplémentaires, pendant que les Européens défendent des positions de plus en plus intenables. La chute du deal Daewoo n'a sauvé personne. Elle a seulement reporté l'échéance. À Séoul, le groupe Daewoo encaisse l'humiliation. L'affaire Thomson a exposé les limites de son ambition européenne et surtout ternit durablement son image en France. Les usines que Daewoo avait ouvertes quelques années plus tôt en Lorraine, attirées par des subventions gouvernementales généreuses, commencent elles aussi à montrer des signes de fragilité. Le groupe coréen, que beaucoup présentaient en 1996 comme l'avenir de l'électronique mondiale,
entrera en faillite 3 ans plus tard, en 1999, emporté par la crise financière asiatique. Cette ironie ne consolera personne à Angers. Pour Thomson Multimédia, l'après Daewoo ressemble à une gueule de bois industrielle. Le groupe a survécu au scandale. Il a même retrouvé une apparence de stabilité. En 1996, l'État recapitalise à nouveau l'entreprise, injectant des fonds frais pour éponger les pertes accumulées. Une nouvelle direction prend les rênes. On parle de recentrage stratégique, de repositionnement sur le numérique, d'une nouvelle identité pour le groupe. À Angers, les 1400 salariés reprennent le travail. Les chaînes tournent, les téléviseurs sortent. En apparence, rien n'a changé. Mais quelque chose s'est brisé que les discours officiels ne peuvent pas réparer. La confiance. Pendant des semaines, ces femmes et ces hommes ont lu dans les journaux que leur usine valait 1 franc, que leur travail, leur expertise, leurs 30 ans de loyauté pouvaient être soldés pour le prix d'un café, que l'État, leur actionnaire, leur protecteur, celui au nom duquel on avait nationalisé Thomson en 1982 pour préserver l'emploi, était prêt à les livrer à un acheteur étranger sans même leur demander leur avis. Cette blessure-là ne se soigne pas avec une recapitalisation. Dans les années qui suivent, l'usine d'Angers continue de fonctionner. Elle innove encore. Les ingénieurs du bureau d'études travaillent sur les décodeurs numériques, les nouvelles interfaces, les technologies interactives. Mais les effectifs continuent leur lente décrue. Les décisions stratégiques, elles, se prennent toujours ailleurs. Et chaque fois qu'une rumeur de restructuration circule dans les couloirs, chaque fois qu'un journaliste évoque l'avenir de Thomson Multimédia, les salariés d'Angers pensent à ce chiffre, 1 franc. Ils ne l'oublieront plus jamais. Et l'histoire leur donnera raison de ne pas l'oublier, parce que ce qui arrive ensuite est encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. Après le scandale Daewoo, Thomson Multimédia cherche une nouvelle vie. En 1998, la privatisation partielle du groupe est finalement actée. Thomson Multimédia devient une entreprise cotée en bourse, formellement indépendante de l'État. Une nouvelle direction s'installe. Un nouveau discours s'élabore. Le mot d'ordre est clair. Se réinventer ou disparaître. La réinvention prend d'abord la forme d'une ambition américaine. En décembre 2000, Thomson rachète Technicolor, la légendaire société de traitement du film hollywoodien, à Carlton Communications pour 2,1 milliards de dollars. L'idée est séduisante sur le papier. Abandonner progressivement la fabrication de téléviseurs, jugés trop exposés à la concurrence asiatique, et pivoter vers les services numériques, la post-production cinématographique, la distribution de contenu. Thomson ne veut plus être un fabricant. Thomson veut être un acteur de l'écosystème numérique mondial. C'est une vision, peut-être même une bonne vision, mais elle a un coût immédiat et concret. Les usines ne sont plus au cœur du projet. Et Angers, dont toute l'existence repose sur la fabrication, se retrouve soudainement en marge d'une stratégie qui ne la mentionne plus qu'entre parenthèses. La question devient alors, que faire de la branche téléviseur? La réponse arrive de Chine. TCL est, en 2003, le premier fabricant chinois de téléviseurs. Un groupe colossal, adossé à l'État chinois, capable de produire des dizaines de millions d'appareils par an à des coûts que personne en Europe ne peut approcher. Son PDG, Li Dongsheng, nourrit une ambition simple et dévorante. Devenir le numéro 1 mondial de la télévision. Pour cela, il lui faut des marques occidentales reconnues. Il lui faut RCA. Il lui faut Thomson. Les négociations aboutissent en juillet 2003. Thomson et TCL créent une coentreprise baptisée TTE, Thomson TCL Electronics. La nouvelle entité regroupe toutes les activités téléviseurs des deux groupes. Sur le papier, c'est le plus grand fabricant de téléviseurs du monde, avec plus de 18 millions d'appareils produits annuellement. Thomson apporte les marques, les brevets, les réseaux de distribution occidentaux. TCL apporte les usines, les volumes, les coûts de production imbattables. À Angers, l'annonce provoque une réaction que l'on pourrait qualifier de déjà-vu. 7 ans après Daewoo, le schéma se répète. Un repreneur asiatique, un accord présenté comme un sauvetage, des promesses sur l'emploi formulées avec le même conditionnel prudent qui ne garantit rien. Les syndicats se souviennent de 1996. Ils posent les mêmes questions. Ils obtiennent les mêmes réponses vagues. 105 salariés de l'usine d'Angers sont transférés vers la nouvelle entité TTE.
Ils quittent les effectifs Thomson. Ils entrent dans un monde nouveau, avec de nouveaux contrats, de nouveaux interlocuteurs et une incertitude que personne ne prend la peine de dissiper. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de franchir un point de non-retour. La coentreprise TTE tient moins de 5 ans. Ce qui semblait être une alliance stratégique se révèle rapidement être une absorption déguisée. TCL prend le contrôle opérationnel. Les décisions se prennent à Shenzhen, pas à Paris. Les marques occidentales, RCA, Thomson, continuent d'exister sur les boîtes. Mais les téléviseurs sont désormais fabriqués en Chine, assemblés dans des usines où le coût horaire de la main-d'œuvre est une fraction de ce qu'il est en France. Pour les 105 salariés d'Angers transférés vers TTE, le dénouement ne se fait pas attendre. En 2007, 4 ans après leur transfert, ils sont tous licenciés. Un à un, leurs postes sont supprimés ou délocalisés. Certains retrouvent alors des emplois dans d'autres secteurs. D'autres entrent dans des périodes de chômage prolongé. Aucun ne retourne boulevard Gaston Birger. En 2008, Thomson annonce officiellement la fin de la production téléviseur sur le site d'Angers. 253 personnes supplémentaires perdent leur emploi. Les dernières chaînes d'assemblage de téléviseurs s'arrêtent. Les outils sont démontés. Les espaces sont vidés. C'est la fin d'un demi-siècle d'histoire. Depuis avril 1958, date à laquelle les premiers téléviseurs noirs et blancs étaient sortis du boulevard Gaston Birger, l'usine d'Angers avait fabriqué sans interruption des écrans pour les foyers français, puis européens, puis américains. 50 ans de production ininterrompue, 50 ans de savoir-faire transmis de main en main, de génération en génération. 50 ans pendant lesquels des femmes et des hommes de cette ville s'étaient levés chaque matin pour construire quelque chose de tangible, de visible, d'utile. Tout cela s'arrête en 2008, sans cérémonie, sans discours, sans que personne au siège de Thomson ne juge utile de marquer le moment. Ce qui reste de l'usine se reconvertit alors sur un seul produit, les décodeurs numériques. Ces petites boîtes noires qui permettent aux abonnés d'Orange, de Free, de SFR d'accéder à la télévision par Internet. Ce n'est plus de l'électronique grand public au sens traditionnel du terme. C'est de la sous-traitance technologique, un marché étroit, entièrement dépendant d'un ou deux donneurs d'ordre, sans aucune autonomie stratégique. L'usine, rebaptisée Technicolor Angers après le changement de nom du groupe en 2010, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Là où travaillaient 2800 personnes, il n'en reste plus que 350. Là où s'élevaient des chaînes de montage qui produisaient 550 000 appareils par an, il ne reste que quelques lignes d'assemblage de décodeurs, tournant au ralenti sous perfusion d'un unique contrat avec Orange. Un seul client, un seul produit, aucune alternative. C'est sur cette fragilité absolue que repose désormais l'avenir des 350 derniers salariés d'Angers. Et quelque part à Paris, dans les bureaux de Technicolor, quelqu'un le sait très bien. Il y a une expression que la direction de Technicolor utilise en interne pour désigner l'usine d'Angers à cette époque. Le dernier village gaulois. L'expression est empruntée à Astérix, ce village d'irréductibles qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Dans la bouche des dirigeants parisiens, elle n'est pas un compliment. C'est une curiosité, presque une anomalie. Comment se fait-il que ce site existe encore, alors que tous les autres ont fermé? Comment se fait-il que ces 350 personnes tiennent encore, alors que Technicolor a depuis longtemps abandonné l'idée d'être un fabricant industriel? La réponse est simple. Orange. Le groupe France Télécom, devenu Orange, commande chaque année des centaines de milliers de décodeurs pour ses abonnés Internet et télévision. La Livebox, la set-top box qui trône dans des millions de salons français, est en partie assemblée à Angers. Ce contrat est le poumon artificiel qui maintient l'usine en vie. Sans lui, les portes ferment demain matin. Technicolor le sait. Les salariés le savent. Les syndicats le savent. Et cette dépendance absolue à un seul client transforme insidieusement les rapports de force. Angers n'est plus un site industriel qui négocie d'égal à égal avec sa maison mère. C'est un prestataire captif dont la survie dépend entièrement d'une décision qu'il ne contrôle pas. Celle qu'Orange prendra, un jour ou l'autre, sur l'avenir de son contrat de fourniture. Dans ce contexte, les signaux d'alarme s'accumulent sans que personne ne les entende vraiment. En 2010, Technicolor change de nom.
L'entreprise qui s'appelait Thomson Multimédia, puis Thomson SA, puis Thomson, s'appelle désormais officiellement Technicolor. Le changement de nom est présenté comme un tournant stratégique, l'affirmation d'une identité centrée sur les services numériques, la post-production, la technologie du cinéma. C'est une belle histoire. Mais pour les salariés d'Angers, elle sonne comme un aveu. Thomson n'existe plus. La marque qui les avait embauchés, sous laquelle ils avaient travaillé pendant des décennies, vient officiellement de mourir. Ce qui reste s'appelle Technicolor Angers, une filiale, une entité juridique séparée de la maison mère, un détail d'apparence administrative qui aura, quelques mois plus tard, des conséquences considérables. La même année, le PDG de Technicolor, Frédéric Rose, voit sa rémunération augmenter de 90%. Cette information, rendue publique dans les documents annuels du groupe, produit dans les ateliers d'Angers l'effet d'une gifle. L'usine perd 10 millions d'euros par an, chiffre avancé par la direction elle-même pour justifier les restructurations à venir. Et pendant ce temps, le patron augmente son salaire de 90%. Les syndicats font le calcul. Le total des indemnités légitimement dues aux 350 salariés, 1 500 € par année d'ancienneté, selon leurs revendications, représente en tout et pour tout 15 fois la rémunération annuelle de Frédéric Rose en 2010. 15 fois, pour solder 50 ans d'histoire industrielle et 350 vies professionnelles. Ce chiffre circule dans les ateliers. Il est répété dans les réunions syndicales. Il devient un symbole, celui de l'écart vertigineux entre ceux qui décident et ceux qui subissent. En 2011, Technicolor procède à une première opération chirurgicale. Le centre de dépannage et de réparation de l'usine est séparé de la structure principale et transféré vers une nouvelle entité, à nouveau installée à Beaucouzé, en périphérie d'Angers. 107 salariés sont concernés par ce transfert. Avant la fin de l'année, 65 d'entre eux sont licenciés. 65 personnes, en 6 mois, sans que cela fasse la une des journaux nationaux, sans que Paris envoie le moindre ministre. À Angers, chacun comprend que ce n'est pas une restructuration, c'est une répétition générale. Au début de l'année 2012, les derniers signaux deviennent impossibles à ignorer. Orange commence à réduire ses commandes de décodeurs. Pas brutalement, progressivement, méthodiquement, comme une marée qui se retire. Les volumes baissent, les délais s'allongent. Les interlocuteurs d'Orange deviennent moins disponibles, moins engagés, moins précis dans leurs engagements futurs. Dans les bureaux commerciaux de l'usine, ceux qui suivent ces commandes au quotidien comprennent ce que ces signaux signifient. Orange prépare sa sortie. La décision est déjà prise, quelque part dans les étages supérieurs. Technicolor a choisi de sous-traiter 100% de sa production de décodeurs en Asie. C'est moins cher, beaucoup moins cher, et dans la logique d'un groupe qui se définit désormais comme une entreprise de services et de technologie, pas de fabrication. Cette décision est parfaitement cohérente. Pour Angers, elle est mortelle. En mars 2012, les premières rumeurs commencent à circuler sérieusement dans l'usine. Les délégués syndicaux interrogent la direction. Les réponses sont évasives, rassurantes en surface, vides de contenu réel. On parle de réflexion stratégique en cours. On évoque des pistes de reprise potentielles. On utilise ce vocabulaire d'entreprise qui dit tout et ne dit rien, qui maintient les gens dans l'incertitude, tout en évitant soigneusement de prononcer les mots qui feraient basculer la situation. Le 24 mai 2012, les salariés apprennent la vérité. Pas par leur direction, pas lors d'une réunion du comité d'entreprise, pas dans une lettre officielle remise en main propre. Ils l'apprennent en lisant le journal. Ce matin-là, le quotidien économique Les Échos publie une information que Technicolor n'a pas jugé utile de communiquer à ses propres employés. L'usine Thomson Angers est officiellement mise en vente. Le groupe a passé une annonce, dans un journal, pour vendre une usine où travaillent 350 personnes, dont certaines ont 30 ans d'ancienneté. La réaction dans les ateliers est immédiate et totale. Ce n'est pas de la colère, pas seulement. C'est quelque chose de plus profond, de plus difficile à nommer, une humiliation fondamentale. Apprendre par la presse que votre lieu de travail est à vendre. Découvrir dans un article de journal que votre avenir a été mis en petite annonce sans que personne ne vous ait parlé. Réaliser que pour la direction de Technicolor,
Vous n'êtes pas des partenaires, pas même des interlocuteurs. Vous êtes une ligne dans un bilan comptable, une variable d'ajustement dans une équation dont vous n'avez jamais vu les termes. Le 25 mai, le lendemain, un comité d'entreprise extraordinaire est convoqué en urgence. La direction confirme ce que les Échos a publié. La cessation de paiement est actée. L'usine est officiellement en recherche de repreneurs. Deux groupes se montrent intéressés dans les semaines qui suivent. L'un envisage de reconvertir le site en fabrication de produits photovoltaïques, une piste soutenue par la ville d'Angers et la région Pays de la Loire, qui multiplie les démarches pour sauver les emplois. L'autre propose un projet industriel différent, moins précis, dont les contours restent flous. Les salariés s'accrochent à ces pistes. Ils manifestent. Le 31 mai, une grande mobilisation rassemble les travailleurs de l'usine et leur soutien devant le boulevard Gaston-Birger. Ils écrivent aux élus. Ils interpellent le gouvernement. Le nouveau ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, fraîchement nommé, met la pression sur Technicolor pour qu'un repreneur soit trouvé. Mais les semaines passent. Les projets de reprise s'étiolent. Les négociations achoppent sur des questions de garantie financière, de viabilité économique, d'engagement sur l'emploi que personne ne veut vraiment signer. Un à un, les espoirs s'effacent. Et le tribunal de Nanterre attend. Le jeudi 11 octobre 2012 commence comme tous les autres jours à Angers. Le ciel est gris, bas, chargé de cette humidité particulière au matin d'automne dans le Maine-et-Loire. Dans les rues qui mènent au boulevard Gaston-Birger, les mêmes voitures empruntent les mêmes itinéraires. Les mêmes visages, les mêmes manteaux, les mêmes gestes automatiques de ceux qui ont fait ce trajet des centaines, des milliers de fois. Mais ce matin-là, personne ne parle dans les vestiaires. Depuis des semaines, l'issue est connue de tous. Les deux candidats à la reprise ont abandonné. Le projet photovoltaïque, porté avec enthousiasme par les élus locaux, n'a pas trouvé le financement nécessaire. Le second projet s'est dissous dans le silence. Technicolor n'a plus rien à proposer, rien à négocier, rien à promettre. Le dossier est entre les mains du tribunal de commerce de Nanterre, qui doit statuer ce matin même. Les salariés le savent. Ils sont venus quand même, parce qu'on ne laisse pas mourir seul quelque chose à quoi on a consacré sa vie. Marie-Délène travaille à l'usine depuis 1978, 34 ans. Elle est arrivée à 22 ans, fraîchement sortie d'un lycée technique d'Angers, sans trop savoir ce que l'électronique signifiait. Elle a appris sur place les composants, les circuits, les protocoles de contrôle qualité. Elle a vu partir les collègues, année après année, restructuration après restructuration. Elle est restée. Ce matin, elle range son casier avec des gestes lents et précis, comme si l'ordre des objets pouvait encore changer quelque chose. À quelques mètres d'elle, Eric a 28 ans et 3 ans d'ancienneté. Il est l'un des plus jeunes de l'usine. Il a été embauché en 2009, en pleine période de doute, parce qu'il croyait que Thomson, même devenu Technicolor, même réduit à 350 personnes, représentait encore quelque chose de solide. Un nom, une histoire, une garantie. Ce matin, il ne sait pas encore ce qu'il va faire de son après-midi. Et puis, il y a Odile Cocro, porte-parole de l'intersyndicale depuis le début de la crise. Odile Cocro est celle qui a porté la voix des salariés dans les médias, devant les tribunaux, face aux politiques. Elle a passé les 5 derniers mois à se battre contre Technicolor, contre l'indifférence, contre ce sentiment écrasant que les décisions importantes se prennent toujours ailleurs. Par d'autres, pour des raisons que les gens d'Angers ne comprennent pas et auxquelles on ne les a jamais demandé de contribuer. Ce matin, elle est épuisée. Mais elle est là. À Nanterre, l'audience commence à 9 heures. Les avocats de Technicolor plaident pour l'inévitable. Aucun repreneur viable, des pertes continues, une situation financière qui ne laisse aucune alternative à la liquidation judiciaire. Les représentants des salariés plaident le contraire, que ces pertes ont été orchestrées, que Technicolor a délibérément asphyxié sa filiale pour se débarrasser d'elle sans en payer le prix social, que la liquidation judiciaire est un artifice comptable destiné à faire supporter par le Fonds de garantie des salaires, l'AGS, ce que le groupe devrait assumer lui-même. C'est un argument juridiquement complexe, émotionnellement juste et pratiquement impossible à faire valoir en quelques heures d'audience. À 11h40, le président du tribunal prononce sa décision.
Liquidation judiciaire. 350 emplois supprimés, immédiatement. Sans période de transition, sans plan de sauvegarde négocié, sans engagement de la maison mère sur les indemnités. La filiale Thomson Reuters SAS cesse d'exister en tant qu'entité juridique. Ses actifs, les machines, les bâtiments, les stocks, les outils, passent entre les mains d'un mandataire, liquidateur chargé de les céder au meilleur prix. 55 ans d'histoire industrielle soldée en une matinée. La nouvelle arrive à Angers par téléphone, quelques minutes après le verdict. Dans les ateliers, quelqu'un raccroche et dit les mots à voix haute. Pas besoin d'en dire plus. Tout le monde comprend. Le silence qui suit dure plusieurs secondes. Puis quelqu'un pleure, puis plusieurs. Puis tout le monde fait semblant de ne pas entendre. À midi, les 350 salariés se retrouvent devant les grilles de l'usine. Personne n'a donné de consigne. Personne n'a convoqué de réunion. Ils se sont rassemblés naturellement, instinctivement, parce que c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas encore comment rentrer chez soi après que quelque chose d'important vient de mourir. Odile Cocro prend la parole. Sa voix est tendue, maîtrisée, mais ceux qui la connaissent depuis des années entendent ce qu'elle contient. Une colère qui ne cherche plus à se dissimuler derrière la diplomatie syndicale. Technicolor a décidé de se débarrasser de ce site. En choisissant la voie judiciaire, elle s'est désengagée de ses responsabilités. Elle pense s'exonérer de ses obligations sociales et financières. C'est immoral. Thomson Reuters n'était pas du tout autonome de Technicolor. C'est comme une mère qui abandonne sa fille. La métaphore résonne différemment dans cette cour d'usine peuplée majoritairement de femmes. Une mère qui abandonne sa fille. Elles ont passé leur vie professionnelle dans cette entreprise. Certaines y ont rencontré leur mari, d'autres y ont travaillé en même temps que leur mère ou que leur sœur. L'usine n'était pas seulement leur lieu de travail, c'était un tissu humain, une communauté, une façon d'être dans cette ville. Et Technicolor l'a abandonné, par petite annonce, par voie judiciaire, sans les regarder en face. La décision est prise collectivement, sans vote formel. Ils vont occuper l'usine. Les portes sont poussées. Les salariés entrent. Ils s'installent dans les ateliers, dans les salles de réunion, dans les espaces communs qu'ils connaissent comme par cœur. Ce n'est pas une violence, c'est une présence. Un refus de disparaître discrètement comme Technicolor l'avait espéré. Les revendications sont précises, chiffrées, raisonnables dans leur formulation, même si elles paraissent impossibles à obtenir. 1 500 € par année d'ancienneté pour chaque salarié, quelle que soit la durée de leur contrat, quelle que soit l'issue finale pour le site. Le calcul avait été fait et refait dans les réunions syndicales des semaines précédentes. Pour l'ensemble des 350 salariés, avec leurs années d'ancienneté cumulées, le montant total représentait 15 fois la rémunération annuelle du PDG Frédéric Rose en 2010. 15 fois. Le chiffre est brandi comme une évidence morale, pas comme une attaque personnelle, comme une mesure de la disproportion entre ce que ces gens ont donné et ce qu'on est prêt à leur rendre. Dans l'après-midi, les soutiens arrivent. Des salariés d'autres usines angevines, des élus locaux, des membres de syndicats d'autres secteurs. Une manifestation est prévue pour le mercredi suivant, appelée par l'intersyndicale avec un mot d'ordre qui résume tout. Face aux grands groupes capitalistes qui ruinent une ville ou une région, revendiquons tous ensemble l'interdiction des licenciements. Le soir tombe sur le boulevard Gaston Birger. À l'intérieur de l'usine occupée, quelqu'un a allumé les lumières des ateliers. Les néons bourdonnent au-dessus des chaînes de montage vides, au-dessus des postes de travail abandonnés en milieu de journée, au-dessus des outils rangés pour la dernière fois par des mains qui ne reviendront plus. Marie-Hélène est assise sur un chariot de manutention qu'elle a poussé des milliers de fois. Elle regarde les chaînes vides. 34 ans. Elle essaie de se rappeler le premier jour, 1978. L'odeur de soudure, le bruit des machines, la collègue qui lui avait montré comment tenir le fer à souder. Elle n'arrive pas à croire que c'est fini. Pas vraiment. Pas encore. Éric, lui, a appelé sa mère dans l'après-midi pour lui dire ce qui s'était passé. Il n'a pas trouvé grand-chose à ajouter. Il a raccroché. Il est resté. Dehors, dans la nuit d'Angers, la ville continue. Les voitures passent sur le boulevard Gaston Birger sans ralentir. Les lumières des appartements s'allument aux fenêtres. Les gens rentrent chez eux, préparent le dîner, regardent la télévision, peut-être sur un écran Thomson,
peut-être sur un écran Brandt, peut-être sans savoir ni se demander où il a été fabriqué, par qui, dans quelle usine, à quel prix humain. À minuit, les lumières des ateliers s'éteignent, pour la dernière fois. Le lendemain du jugement, le boulevard Gaston Birger ressemble à ce qu'il est devenu, une cicatrice. Les grilles sont fermées, les machines silencieuses, les vestiaires vides. Dans les semaines qui suivent la liquidation, le mandataire liquidateur procède à l'inventaire des actifs, les équipements, les stocks, les outils. Tout est répertorié, évalué, mis à prix. Les chaînes de montage qui avaient produit des millions de téléviseurs sont démontées pièce par pièce et vendues au meilleur offrant. Les bureaux d'études où des ingénieurs angevins avaient conçu le décodeur Antiope, le premier écran 16:9, les interfaces numériques de demain, sont vidés, nettoyés, condamnés. 350 personnes cherchent un emploi. Pour les plus jeunes, les ERIC, ceux qui avaient moins de 5 ans d'ancienneté, la reconversion est douloureuse mais possible. Ils ont le temps, les diplômes techniques, une mobilité géographique que leurs aînés n'ont plus. Certains partent vers Nantes, vers Paris, vers d'autres secteurs industriels. Ils refont leur vie ailleurs, avec cette expérience étrange d'avoir vécu la fin d'une époque à 25 ans. Pour les autres, les maris Hélène, les femmes de 50 ans passés, celles qui avaient consacré leur vie entière à cette usine, la situation est autrement plus sombre. Elles ont le savoir-faire. Elles ont l'expérience. Elles ont 30 ans de loyauté à une entreprise qui n'existe plus. Mais l'industrie électronique française, elle, n'existe plus non plus. Les usines qui auraient pu les accueillir ont fermé les unes après les autres, pour les mêmes raisons, selon le même scénario. Il n'y a nulle part où aller. Beaucoup entrent dans des dispositifs de reclassement. Des formations, des bilans de compétences, des accompagnements qui durent des mois et débouchent sur des emplois moins qualifiés, moins bien payés, dans des secteurs où leur expérience industrielle ne vaut rien. D'autres glissent directement vers le chômage de longue durée, cette zone grise où les statistiques les comptabilisent, mais où la réalité quotidienne ressemble à une disparition progressive. Leur histoire ne fait pas la une des journaux nationaux. Elle n'a pas le dramatisme médiatique d'une catastrophe naturelle, ni la clarté narrative d'un scandale politique. C'est une souffrance ordinaire, silencieuse, distribuée en 350 fragments épars dans les quartiers d'Angers. Sur le site lui-même, le temps s'arrête. 13 hectares et demi, 70 000 mètres carrés de bâtiments, en plein cœur de l'agglomération angevine, à 2 kilomètres à vol d'oiseau du centre-ville, à 500 mètres des futurs arrêts de tramway. Une friche industrielle d'une taille exceptionnelle, dans une position géographique stratégique, qui reste vide année après année. Les bâtiments vieillissent, les façades se décolorent, les herbes poussent dans les fissures du bitume. Les fenêtres condamnées laissent passer le froid et l'humidité. À l'intérieur, les plafonds commencent à se dégrader. Ce qui était une usine moderne, fonctionnelle, productive devient progressivement un décor post-industriel. Ce type de paysage que l'on associe aux villes américaines de la Rust Belt, pas à une préfecture française de province. Une opportunité se présente en 2016. Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français, cherche un site pour assembler les compteurs Linky. Ces nouveaux compteurs intelligents dont le déploiement national nécessite des millions d'unités. Le site Thomson, avec ses infrastructures industrielles intactes, sa localisation centrale, sa main-d'œuvre potentielle toujours disponible dans la région, semble idéal. Les négociations s'engagent. Les élus locaux s'investissent. La presse régionale annonce une possible renaissance. Puis rien. Le projet ne se concrétise pas. Les raisons officielles sont vagues. Des questions de coûts, de calendrier, de logistique. Les raisons réelles sont peut-être plus prosaïques. Il est plus simple, plus rapide, moins contraignant de sous-traiter la production des compteurs Linky à des fabricants asiatiques que de réindustrialiser un site français avec toutes les complexités que cela implique. Le schéma, c'est le même, toujours le même. En 2022, 10 ans après la fermeture, Angers-Loire Métropole décide de prendre les choses en main. La communauté urbaine engage des études préalables pour le renouvellement du secteur Gaston Birger. Elle mandate le cabinet Alter Public pour définir les vocations futures du site et des 30 hectares environnants. Le 12 décembre, les élus communautaires autorisent leur président
a signé l'acte d'achat du site Thomson. 10 millions d'euros payés au mandataire liquidateur qui gère encore les actifs une décennie après la liquidation. En janvier 2023, l'achat est officialisé. La ville rachète sa propre blessure. Ce que sera ce site demain, logement, commerce, espaces verts, nouveaux équipements publics, reste encore à définir. Les études sont en cours. Les projets se dessinent. On parle d'économie circulaire, de mixité des usages, de réintroduction de la biodiversité, d'îlots de fraîcheur en réponse au réchauffement climatique. De beaux mots pour un espace immense qui cherche encore son identité. Mais pendant que les urbanistes tracent leurs plans sur des écrans, les murs de l'ancienne usine Thomson se dressent toujours, silencieux, sur le boulevard Gaston Birger. 70 000 mètres carrés de béton qui se souviennent, de 2800 ouvrières, de 1400 téléviseurs par jour, d'un franc symbolique, d'une lettre de licenciement reçue dans un couloir vide, un matin d'octobre, sous un ciel gris d'automne. Il existe une tentation face à une histoire comme celle de Thomson & Jeu de chercher un coupable unique. L'État qui a nationalisé sans stratégie, les dirigeants qui ont acheté sans compter, les actionnaires qui ont choisi les dividendes plutôt que les outils, les gouvernements qui ont vendu pour un franc ce que des générations avaient reconstruit. Il est facile de pointer un nom, une décision, une date. Il est plus difficile et plus honnête de regarder l'ensemble. Ce qui s'est passé à Angers entre 1957 et 2012 n'est pas le résultat d'une erreur. C'est le résultat d'un système. La première leçon est politique. La nationalisation de Thomson en 1982 n'était pas une mauvaise idée en soi. Elle répondait à une logique de souveraineté industrielle que beaucoup de pays pratiquent encore aujourd'hui sous des formes différentes. Le problème n'était pas l'État actionnaire. Le problème était ce que la garantie étatique avait installé dans les têtes. Une conviction profonde que la faillite n'était pas possible, que les erreurs seraient toujours rattrapées, que le temps était une ressource inépuisable. Quand on ne peut pas vraiment échouer, on ne prend pas vraiment les décisions qui s'imposent. Pendant des années, Thomson a su qu'il perdait du terrain face aux fabricants asiatiques. Il le savait en 1985. Il le savait en 1990. Il le savait en 1996 quand l'État cherchait désespérément à s'en débarrasser pour un franc symbolique. Mais à chaque carrefour, au lieu de prendre une décision radicale, se spécialiser, se différencier, accepter de réduire le périmètre pour consolider ce qui restait viable, le groupe a choisi l'acquisition suivante, le rachat suivant, la restructuration suivante. Toujours plus grand, jamais plus fort. La deuxième leçon est stratégique. Racheter RCA en 1988 était une audace réelle. Mais transformer cette audace en avantage durable aurait nécessité une cohérence que Thomson n'a jamais eu les moyens, ni peut-être la volonté de maintenir. On ne peut pas être simultanément le numéro 1 mondial du téléviseur, un acteur de la défense électronique européenne, un distributeur de films hollywoodiens et un fabricant de décodeurs pour opérateurs télécoms. Ces métiers n'ont pas la même logique, pas le même rythme, pas les mêmes exigences. À force de vouloir tout être, Thomson n'a plus su ce qu'il était. Et quand un groupe ne sait plus ce qu'il est, ce sont toujours les mêmes qui perdent le prix de cette confusion. Ceux qui sont en bas, ceux qui assemblent, ceux qui soudent, ceux qui contrôlent la qualité, ceux dont le travail est concret, mesurable, délocalisable. La troisième leçon est humaine, et c'est la plus importante. À Angers, les ouvrières de l'usine Thomson ont été, pendant 55 ans, les premières à arriver et les dernières à partir. Elles avaient appris un métier sur place, l'avaient transmis, l'avaient perfectionné. Elles avaient traversé les nationalisations, les privatisations, les changements de nom, les rachats successifs, avec une constance que leurs employeurs successifs n'ont jamais vraiment méritée. En 2012, celles qui avaient 50 ans passés se retrouvaient dans une situation que personne n'avait prévue pour elles et que personne, dans les conseils d'administration parisiens, n'avait jugé nécessaire d'anticiper. Pas de reconversion possible dans un secteur qui n'existait plus. Pas de plan de sauvegarde digne de ce nom. Pas d'avenir dans une industrie électronique française qui avait capitulé sans combattre. Ce que l'histoire de Thomson & Jeu révèle, c'est que dans les grands récits industriels, les fusions, les acquisitions, les pivots stratégiques,
les transformations numériques, les êtres humains apparaissent toujours en dernier, comme une variable d'ajustement, comme un coût à optimiser, rarement comme la raison pour laquelle l'entreprise existe. La quatrième leçon appartient à l'avenir. En 2024, la question de la souveraineté industrielle européenne est revenue au centre des débats politiques, avec une urgence que personne ne contestait plus. Les pénuries de semi-conducteurs pendant la crise sanitaire, la dépendance aux chaînes d'approvisionnement asiatiques révélées par les conflits géopolitiques, la vulnérabilité des industries européennes face aux subventions massives accordées par la Chine et les États-Unis à leurs propres champions, tout cela a rendu soudainement évident ce que certains disaient depuis des décennies. On ne peut pas tout délocaliser et rester souverain. On ne peut pas abandonner sa base industrielle au nom de la compétitivité à court terme et prétendre contrôler son destin à long terme. Thomson Anger aurait pu être un avertissement. Il aurait pu être le signal qui change les politiques, qui force les arbitrages difficiles, qui impose au gouvernement de choisir entre la logique comptable immédiate et la logique stratégique de long terme. Il ne l'a pas été. D'autres usines ont fermé. D'autres villes ont perdu leur tissu industriel. D'autres Marie-Hélène ont vidé leur casier un matin d'octobre sans que personne dans une salle de conseil ne lève la tête de ces chiffres. Aujourd'hui, sur le boulevard Gaston Birger à Angers, les bulldozers commencent à s'approcher des murs de l'ancienne usine. La ville a ses projets. Les urbanistes ont leurs plans. La friche va renaître. Sous quelle forme? Personne ne le sait encore vraiment. Mais avant que les murs tombent, il faut se souvenir de ce qu'ils contenaient. 2800 personnes, 550 000 appareils par an, des téléviseurs dans chaque salon français, une fierté industrielle qui n'était pas un mensonge, et 350 femmes et hommes qui, un matin d'octobre 2012, ont éteint les lumières pour la dernière fois, parce que personne d'autre ne l'avait fait à leur place.